Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous. C'est le 4e et dernier webinaire de cette saison 2020, le dernier vendredi des familles. Vous savez que vous pourrez nous retrouver aussi en replay sur le site, sur le YouTube de l'UDAF. Vous pourrez retrouver les quatre interventions qui vous ont été proposées ces dernières semaines. Bonsoir à Corinne, Corinne Mascaro, première intervenante qui s'est connectée. Bonsoir aussi à Kitri qui est intervenue la semaine dernière. Je vois qu'on a aussi des collègues de l'UDAF. Et puis un petit coucou à Charles. Charles, écoute bien, ce soir ça va t'intéresser. Tu vas être passionné. Je vous rappelle que ces soirées sont soutenues par le REAP, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de la CAF. Et ce soir, nous accueillons Mélanie Ballès, qui est psychologue clinicienne de l'Institut Michel Montaigne. Alors, l'Institut Michel Montaigne, c'est un institut de consultation qui accompagne de nombreuses familles. Merci Mélanie de nous avoir rejoints, d'avoir accepté d'intervenir, de nous avoir suivis un petit peu dans cette aventure. Donc, tu vas intervenir sur le thème « Les enfants face aux écrans, impact et prévention ». Tu es également formée à la discipline positive, et ça veut dire que tu accompagnes des groupes de parents autour de la communication bienveillante et tu leur proposes aussi des outils de résolution de conflits. Avant de passer la parole à Mélanie, sachez que vous pouvez lui poser toutes vos questions durant son intervention. Elles seront relayées par Camille, qui va venir prendre ma place. Il y a dans le chat un onglet questions, donc faites bien attention à aller poser vos questions dans le bon onglet, dans l'onglet questions. C'est plus facile pour nous pour répercuter vos questions à Mélanie. Bon webinaire à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aux parents, grands-parents, professionnels qui assistent à ce webinaire. Merci à l'UDAF de la Gironde, effectivement, de m'avoir conviée pour vous parler d'un thème ce soir qui amène aussi un certain débat, qui est le thème des écrans, de leur utilisation, leur impact, mais aussi les préventions qui sont possibles dans ce champ-là. Donc on va un peu planter le décor d'abord ensemble, puisque il faut savoir que de nos jours quand même, dans notre société en tout cas, les écrans ils sont partout. Que ce soit les ordinateurs, les télés, les tablettes, les téléphones, les consoles. Enfin, je crois qu'on est tous plus ou moins baignés là-dedans. Notre vie quotidienne est organisée presque autour de ces écrans. On en a besoin pour communiquer, pour rester en lien, pour se divertir, pour chercher des infos. Donc voilà, on est nous-mêmes aussi baignés là-dedans. Et donc, ça pose aussi, bien sûr, la question de nos enfants et de comment eux aussi baignent dans ce milieu du numérique, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, ces écrans, ils sont nombreux, en fait, puisqu'on estime quand même que la plupart des foyers possèdent, en fait, plusieurs écrans. Et en moyenne, alors, il y aurait au moins plus de 5 écrans par foyer. Et donc, tout simplement, peut-être vous pouvez posez-vous cette question et puis je vous invite à répondre en fait sur le chat et à interagir avec ça, sur effectivement déjà réfléchir sur le nombre d'écrans qui composent qui sont au sein de votre foyer. Donc cette présence des écrans a amené en fait une modification de l'environnement domestique en fait et qui entraîne maintenant de nos jours une exposition ou une surexposition même pour les enfants. Avec la question derrière, c'est ce que je vous disais qui amène quand même au débat, c'est quels sont les impacts en fait possibles sur leur développement et surtout aussi sur leur santé. Donc ça, c'est des questionnements qu'on va aussi balayer effectivement ensemble, puisque si j'arrive à tourner la diapo, merci Camille, et notamment effectivement, déjà ça vient d'où ce questionnement qu'on a actuellement sur les écrans. Il faut dire que si on revient des années effectivement en arrière, dans les générations précédentes, on ne se posait pas vraiment la question des écrans. Je pense que et vous et moi, on a eu probablement en tout cas accès à des écrans.
et l'environnement familial avait accès effectivement à ces écrans. Donc ça a toujours été en tout cas plus ou moins là ces dernières années, mais là d'autant plus, c'est vraiment dernières années où on se pose la question des risques potentiels en fait d'une surexposition pour les enfants, ce qui amène aussi voilà, ce sujet-là ce soir, c'est finalement, ok, les écrans ils sont là, ils font partie de nos vies, mais quels sont les risques potentiels pour les enfants? Ça commence à réagir sur le nombre d'écrans. Continuer, parce qu'on va se reposer la question en plus de ça, probablement, et puis un peu plus tard, surtout dans ma présentation, on se reposera la question du nombre. Alors, il est important, du coup, et intéressant de faire ce détour-là par le domaine de la recherche scientifique. Et finalement, on parle d'impact, on parle de surexposition, on parle de risques potentiels, mais que nous dit vraiment la recherche dans ce domaine-là? Alors, pour ça, je vous ai répertorié vraiment deux grands domaines qui apparaissent voilà, en conséquence, en tout cas de la surexposition ou d'une exposition trop précoce aux écrans et trop prolongée. Les domaines du langage et notamment tout ce qui est voilà, qui pourrait nuire finalement à l'acquisition même du langage ou un retard même dans l'acquisition. Enfin, soyons attentifs, c'est une exposition trop précoce et trop prolongée, hein, c'est bien ce que je vous ai noté. Donc, une acquisition du langage qui pourrait être retardée et également un appauvrissement en fait, hein, du lexique, du vocabulaire en fait, pour l'enfant. Donc ça, c'est un des grands domaines qui serait, entre guillemets, impacté, en tout cas un grand domaine d'acquisition pour l'enfant qui serait impacté par l'utilisation des écrans. Et l'autre grand domaine concerne plutôt tout ce qui est de l'ordre de la concentration et de l'attention chez l'enfant. Et là aussi, une exposition qui serait prolongée aux écrans. Il faut avoir peut-être cette idée-là d'un réservoir attentionnel et typiquement un enfant qui va regarder la télé le matin, par exemple, il épuise quelque part un peu déjà ce réservoir attentionnel et surtout pour l'ensemble de sa journée et notamment après quand il va à l'école. Donc ça, on en reparlera sur le quand et comment utiliser les écrans aussi pour justement favoriser les capacités finalement de concentration et d'attention, en tout cas que ce soit les plus optimales possibles pour l'enfant. Donc voilà, on va retenir ça, on va y revenir dessus. Puis je vous ai mis aussi d'autres risques potentiels, vous les voyez là en noir, qui sont répertoriés dans les études et qui sont repris effectivement aussi dans certaines études. Ça vous permet de voir aussi la variété des conséquences possibles de l'utilisation, encore une fois, prolongée, répétée et précoce des écrans. Ah, je ne suis pas... Je vais le faire. Ouais, je veux bien. Merci Camille. Quoi d'autre? Oui, on ne s'arrête pas là. Donc, en fait, il y a aussi des grands messages qu'on peut retenir finalement voilà, des recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet, notamment que la télévision, hein, parce que c'est celle aussi qui a été le plus étudiée, en tout cas les impacts de l'utilisation de la télévision, rendrait vraiment l'enfant plutôt passif finalement. Hein, donc, ça, encore une fois, on fait le lien avec l'acquisition du langage de ce côté-là. Les jouets qu'on dit électroniques, les tablettes interactives qui sont en fait entre guillemets vendues comme bonnes pour les apprentissages en fait de l'enfant, avec le petit lapin qui parle ou voilà, des choses qui répondent finalement à votre enfant ou qui attestent de sa bonne réponse. En fait, ce qui est dit, c'est que finalement le risque, c'est que ça appauvrit plutôt les échanges et qu'en fait l'enfant il a besoin de se nourrir aussi de l'échange pour apprendre. Donc, ça a des fois un faux intérêt éducatif à des moments, ces outils-là, mais par contre, on le verra un peu plus tard, on peut aussi voir comment on peut les utiliser finalement. Et on ne va pas les diaboliser, hein, ce n'est pas du tout l'enjeu de mon propos ce soir, c'est plutôt de dire, ok, les écrans, ils sont là, mais utilisons-les à bon escient et avec des buts aussi précis, et en accompagnant l'enfant. Et ça, c'est un peu le fil directeur de mon propos ce soir. Donc, ce qu'on peut se dire déjà, c'est la question de l'impact potentiel sur les échanges que pourrait avoir l'enfant, en fait, en direct, avec un parent, avec une personne de son entourage. Et on parle, du coup, finalement, de temps volé un peu à autre chose, et notamment à de vraies conversations. Bon, après, il y a des messages aussi qui sont aussi assez ciblés, comme les tablettes et les bébés ne sont pas compatibles, par exemple. Hein, puisque le bébé, il n'a pas forcément besoin de cet environnement-là vraiment sophistiqué de la tablette. Il a surtout, pour s'épanouir au niveau cognitif, mais il a surtout besoin de l'interaction, encore une fois. Et on peut aussi
évoquer rapidement la surstimulation. Hein. Pareil, l'idée, c'est toujours voilà, que nos enfants apprennent plus. Alors, je suis moi-même maman d'enfants de 8, 5 et 14 mois. Donc, effectivement, on a toujours cette envie qu'ils progressent, qu'ils apprennent des choses, qu'ils grandissent en déployant le maximum de compétences. Mais aussi, attention à comment on les stimule et surtout qu'on puisse les stimuler de manière adaptée à leur âge. Il peut passer du coup. Alors Camille. Du coup, ouais, je vais peut-être apparaître puisque du coup, on a quand même Charles qui réagit et je trouve que sa réaction est intéressante quand même à mettre. Alors, hop, voilà. Dis-moi. Donc, il dit « Je ne suis pas d'accord avec le langage, car on apprend beaucoup de mots en français et en anglais sur les écrans plutôt, les ordis. » Alors ça, c'est pour ça que ça reste des grands messages en fait, effectivement. Après, ce qu'on dit bien, finalement, c'est que l'enfant, il n'a pas forcément besoin de ça pour apprendre. C'était plutôt ça aussi mon propos. Et il peut aussi apprendre dans l'échange. En tout cas, c'est pas forcément prouvé qu'on augmente voilà, son lexique, que ce soit en anglais, en français ou dans d'autres langues, grâce à des outils comme cela. Mais en même temps, encore une fois, ça dépend de comment on les utilise, de comment on les accompagne et finalement, justement, de comment on va accompagner l'enfant à acquérir ces nouvelles connaissances-là. En tout cas, si l'enfant est accompagné, il a quand même plus de chances d'acquérir de ces compétences-là. C'est plutôt ça le propos. Donc oui, et puis là, donc Charles, il a 12 ans. Merci Charles. Donc du coup, je comprends voilà, ta motivation. Du coup, donc là, on rappelle qu'on est quand même sur des enfants de 0 à 6 ans. Donc, voilà, on ne va pas parler de réseaux sociaux, etc. C'est vrai que les textes, on peut se poser la question de aussi mettre des dessins animés en fait en anglais pour les enfants. Ouais, donc il y a des parents, je pense, qui se posent aussi la question de très tôt, est-ce que c'est intéressant aussi de mettre des... Alors, ça, c'est une question effectivement très intéressante. On va en plus continuer à y répondre tout au long de l'intervention, puisque, encore une fois, c'est finalement à quel moment aussi l'enfant, du fait de son développement, est plus apte à recevoir aussi ces contenus-là. Dans les messages de prévention, on les verra juste après. Ce qui est prôné, c'est le 0 écran, en fait, pour un enfant de 0 à 3 ans. Donc, voilà, sautez pas sur votre chaise si jamais ça a déjà été le cas pour votre enfant. C'est pas l'idée de dire que vous avez mal fait. En fait, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Et surtout de se poser la question de comment on pourrait utiliser de manière plus raisonnée, finalement, les écrans pour que ça aide le tout petit, et même le tout petit. Oui, il y a Delphine du coup qui a une question, mais ça je pense que tu y répondras après de toute façon voilà, au fur et à mesure. Mais comment évaluer le trop prolongé, ça va rentrer aussi dans un ordre d'âge sur comment faire. Donc Delphine, on répondra à ta question un petit peu plus tard. C'est une question qui est effectivement très juste. Que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça veut dire le trop? Alors du coup, ça a été quantifié, on le verra ensemble effectivement. On va passer à la slide d'après. Donc, vous l'avez compris, c'est quoi finalement la réponse à ça? Est-ce qu'on diabolise les écrans, voilà, on les interdit? Faut-il les interdire déjà? Sachant que, comme je le disais quand j'ai planté un peu le décor, c'est quand même les écrans sont omniprésents dans nos vies en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai présenté effectivement rapidement, mais c'était important de planter ce décor-là autour de la recherche scientifique. Mais il faut savoir que ce n'est pas entièrement tranché non plus, la question de la dangerosité, et surtout, potentielle, et surtout pour les plus petits. Donc, on peut se dire, en tant que parent, puis moi aussi, je me suis posé ces questions-là, et aussi en tant que grand-parent, c'est pas simple de savoir quelle finalement attitude adopter avec son enfant. Est-ce qu'il faut limiter, interdire, il faut encadrer, il faut brûler les écrans, qu'est-ce qu'on en fait? En tout cas, voilà, il faut savoir que voilà, on ne peut pas être dans ce genre d'interdiction-là au vu de comment aussi fonctionne notre société actuelle. Ouais, merci Camille. Donc finalement, interdire les écrans, ça ne serait pas vraiment réaliste et possible dans notre société. On peut œuvrer à diminuer le temps d'écran, et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble dans les stratégies qu'on peut mettre en place. En tout cas, on ne peut pas vraiment, effectivement, les supprimer, parce que aussi, parfois, ça donne accès aussi à des programmes qui sont ludiques, culturels, ça donne accès à des moments d'échange, de plaisir partagé entre enfants ou avec son grand-parent, enfin avec papy, mamie. Voilà. L'idée, en fait, c'est de rester vigilant, surtout sur la durée d'exposition, mais aussi sur le contenu, en fait.
L'idée, c'est que le contenu soit adapté à l'âge de l'enfant et notamment à son développement cognitif, à ce qu'il peut finalement en comprendre et aussi voilà, ce qu'il peut en retirer de ces contenus-là. Après, ce que je vous disais dans ces messages de prévention qu'on reprendra ensemble, dans le 0-3 ans, ces écrans-là, ils seraient entre guillemets à interdire ou à mettre de côté parce que ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment les interactions. Et c'est de ça dont les enfants ont besoin, en fait, c'est d'être en interaction avec leur famille, avec les personnes qui s'occupent d'eux, dans leur grandissement. En tout cas, ils ont besoin plutôt de l'interaction et pas forcément d'un accès à des écrans. On parle aussi, on regroupe un petit peu sur nos thèmes avant et notamment en lien d'attachement. Ouais. Je pense que ça y fait écho aussi puisque du coup, on a besoin d'avoir ce lien-là qui soit tissé et donc remplir ce réservoir-là pour pouvoir se développer. Donc ça passe aussi, l'écran il est passif, il n'est pas actif. De la relation humaine. C'est très juste en fait. Le petit humain, quand même parmi les espèces, est un petit individu qui est très dépendant de son environnement quand il naît. Et effectivement, il a besoin de l'interaction. Il va se développer en fait dans l'interaction et le cerveau aussi se modèle dans l'interaction sociale en fait, dans l'interaction avec les personnes qui s'occupent de lui. Et donc, c'est vraiment le besoin primordial, c'est d'être en lien, en fait, pour un bébé, pour un enfant, et bien sûr, après, de le laisser explorer. Et ça rejoint toutes les thématiques de l'autonomie, du grandissement, etc. Donc, avant tout, il a besoin d'avoir des adultes en face de lui, l'enfant, notamment le tout petit, qui, effectivement, répondent à ses besoins dans la mesure parfois du possible, et parfois on se trompe en tant que parent, et ça arrive, et ça m'est arrivé, et ça doit vous arriver aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on donne une réponse, en fait. Et cette continuité et cette cohérence de la réponse pour l'enfant. On va passer à la slide d'après. Ouais, je vais regarder les questions parce que alors, il y en a même, ça commence à arriver. Ouais. Alors, peut-être en prendre. Voilà, on va en prendre une. Si on discute des contenus avec son enfant et qu'on partage le temps d'écran, est-ce qu'on réduit le côté néfaste lié à la passivité? C'est intéressant. C'est Caroline qui nous demande. Merci, j'allais te demander. Merci Caroline. Vous êtes un peu en avance sur mon propos. On va en parler juste après. Justement, ça fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place avec l'enfant, d'accompagner l'utilisation des écrans et de répondre aux questions des enfants, surtout quand ils visionnent quelque chose et que ça provoque quelque chose en eux aussi. Et même si, tant pis, on ne voit pas la fin de la fée Clochette comme on voulait la voir, parce que votre enfant pose 10 milliards de questions sur pourquoi ça finit comme ça ou pourquoi ça se passe comme ça, ce qui est primordial, c'est de répondre à ces questions-là à ce moment-là et d'accompagner le visionnage avec l'enfant. Merci. Donc, il faut finalement se poser la question d'une utilisation qui serait raisonnée et aussi raisonnable avec 10 clés que je vous cite un peu ce soir ici, là, enfin 10 clés qu'on peut reprendre ensemble. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de ces clés, de ces 10 clés, mais certaines, vous allez voir, on va les décliner après. Alors, d'abord, interrogez-vous effectivement sur vos propres habitudes, sur nos propres habitudes d'utilisation des écrans. Ça fait partie, c'est vraiment une première étape de prise de conscience en fait qui est nécessaire pour les parents, pour les grands-parents. D'abord de se poser comment on fonctionne nous déjà par rapport aux écrans. Après, la deuxième clé, ça serait vraiment qu'à chaque âge, une durée maximale est conseillée. Et ça, dans la mesure du possible, c'est de s'y tenir en fait à ça. Une des clés aussi et des grands messages qui est important aussi d'intégrer, c'est de bannir le plus possible les écrans le matin, quel que soit l'âge. Rappelez-vous, cette bulle-là dont je vous ai parlé, qui concerne les capacités de concentration et d'attention, et ce réservoir attentionnel de l'enfant qui diminue en fait, qui est impacté par un écran dès le matin en fait. Donc l'idée, c'est quand même que nos enfants ils soient le plus disponibles possible pour les apprentissages et donc du coup en réduisant ça, déjà il y a des impacts qui sont non négligeables. Un des grands messages, et je suis très attentive à ça moi aussi en tant que professionnelle, c'est de pouvoir partager des temps de qualité et surtout, des fois le modèle il est tout simple, c'est le repas quoi, le repas en famille, le repas tous ensemble. Alors ça fait certes un peu traditionnel parce qu'avec nos rythmes de vie, parfois, les enfants vont manger peut-être avant, les parents. Et non, en fait, l'idée, alors je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours, tout le temps, mais c'est d'avoir des moments de qualité. Et le repas est propice à ça, en fait, aux échanges, à des questionnements sur la journée, sur ce qu'on a fait. Donc, renouer, voire restaurer
les repas familiaux, vraiment, c'est une piste en fait qui est vraiment à envisager en fait au sein des familles. Et moi, j'accompagne aussi souvent les familles à avoir ces temps-là de qualité. Se demander aussi, du coup, où est le téléphone pendant les moments de Oui, repas. merci Camille. Et là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait du téléphone. Bien sûr, à ce moment-là, il est éteint, rangé, pas forcément éteint, mais en tout cas rangé. C'est pas effectivement un moment où on l'utilise. En tout cas, il faut essayer un peu aussi, nous, adultes, de se regarder faire, sachant qu'on est aussi des modèles pour nos enfants et que les enfants, ils apprennent par le mimétisme et ils peuvent aussi, alors voire même... je trouve intéressant quand c'est les enfants qui rappellent à l'ordre d'ailleurs les parents en disant « Oh là, papa, maman, posez vos téléphones, on est à table. » quoi. Mais parce que c'est des temps qui sont importants en fait. Donc, effectivement, posons nos téléphones voilà, avant l'entrée dans la cuisine, si on mange dans la cuisine, voilà, un petit panier où on pose le téléphone. Quoi. On parlait des écrans le matin, le soir, ça pose aussi question parce que finalement, voilà, ce qui est dit, c'est que dans les recherches notamment, c'est que il faudrait couper les écrans et notamment avant le coucher, au moins 1 heure avant le coucher. Encore une fois, pour favoriser un bon endormissement et parce que malheureusement, les écrans peuvent impacter le sommeil. Alors, il y a voilà, tout un courant aussi sur la lumière bleue, etc., que je détaillerai pas ce soir. Je vous invite à aller aussi voir, à aller creuser par vous-même. Mais en tout cas, ce qui est dit, c'est ça, c'est que pour favoriser un bon endormissement, voilà, vraiment anticiper l'heure du coucher et l'arrêt du coup des écrans. Cette 6e clé, ça serait de placer les écrans de la maison dans des endroits stratégiques, peut-être pas un peu partout, mais un endroit un peu localisé. De contrôler les contenus qui sont visionnés, ça, voilà, j'ai tout un discours aussi là-dessus juste après, parce que c'est aussi comme ça qu'on est dans la prévention en fait, en contrôlant les contenus auxquels nos enfants ont accès. Proposer aussi un accompagnement constructif et enrichissant du coup de cette utilisation des écrans. C'est aussi voilà, quelque chose qui va guider l'enfant. Éteignez avec une petite faute, éteignez, vous m'excuserez, ça s'écrit pas comme ça, les écrans, notamment après leur usage. Ok, on a visionné, on a dit 2 dessins animés, on a regardé ensemble ces dessins animés, maintenant on éteint et on ne laisse pas. Dans l'idéal, en toile de fond, la télé, effectivement, parfois il y a cette habitude-là que la télé, elle est allumée presque dès le matin et puis elle reste comme ça. Alors il y a les infos, il y a des trucs qui passent, il y a le fil de l'après-midi et puis voilà, il y a à nouveau les infos du soir. Alors là, c'est dans les situations où elles sont allumées, où la télé est allumée tout le temps, par exemple. L'idée, c'est d'en avoir un usage contrôlé et que du coup, les enfants ne soient pas soumis à ce flot ininterrompu en fait, d'informations, de stimulation. Et égard d'ailleurs au journal télévisé, à la façon dont on parle des nouvelles dans le pays, parfois certaines chaînes qui utilisent un mode aussi assez catastrophiste de présentation des informations. Les enfants ne sont pas forcément équipés en fait pour recevoir ça et ils peuvent même être très inquiétés par ça. Donc attention à nous aussi comment on reçoit tout ça. Et enfin, voilà, la 10e clé, ça serait des solutions, effectivement, d'avoir des solutions efficaces pour un retour au calme. Et là, je fais référence aux interventions qui ont déjà eu lieu, de crise, opposition, colère, etc., que peuvent aussi générer l'arrêt de l'écran, voire la frustration de ne pas accéder à l'écran ou le énième dessin animé en plus que l'enfant veut à tout prix avoir. Donc, ayez déjà dans vos outils, dans votre mallette à outils, des techniques qui ne marchent pas à tous les coups, on est d'accord, mais en tout cas des techniques qui peuvent aider à la résolution de ces moments de crise aussi, et surtout un retour au calme qui est apaisant pour l'enfant. On passe à la slide d'après, du coup, merci. Donc, la première des choses que je vous propose, c'est d'abord de prendre conscience de nos propres habitudes, en fait. Comment on utilise les écrans. Et là, encore une fois, je vous invite à écrire sur le chat. Est-ce que la télévision chez vous, et c'est pas du tout jugeant, l'idée c'est de se répondre aussi avec de la bienveillance d'ailleurs dans le chat, c'est est-ce que chez vous ça reste allumé en permanence? Est-ce que la télévision elle est allumée pendant les repas? Et le téléphone, à quel moment on l'utilise? Est-ce qu'il est utilisé pendant les repas? Donc allez-y, Camille suit effectivement vos réponses. Donc d'abord il faut prendre conscience de comment nous on les utilise. On peut aussi les cartographier finalement la présence des écrans. Tout à l'heure dans la maison, tout à l'heure je vous posais la question de combien il y en a chez vous. Déjà rien que ça, quand vous faites le tour, quand on pense à la télé, aux tablettes, aux ordinateurs, parfois on a plusieurs ordis, au téléphone, voilà, l'ensemble des écrans. Donc combien, dans quelle pièce, qui est équipé, qui utilise les écrans, du coup à la maison.
pour voir un peu déjà comment ça fonctionne chez vous. Une autre chose dans nos habitudes, c'est aussi d'évaluer finalement le temps d'exposition des enfants aux écrans, mais le temps actuel en fait. Et là, en prenant en compte l'ensemble des équipements, encore une fois, pas dans l'idée de juger, mais dans l'idée de dresser en fait un constat et de pouvoir, dans la mesure du possible, après agir vers une réduction de certains, de l'utilisation de certains écrans, et surtout au moment privilégié dont je vous parlais, le matin, le soir, et puis les temps de repas. Donc, je vous invite aussi, et je vais vous l'afficher juste après, mais à vous renseigner sur les recommandations en matière d'âge. Voilà, en gros, c'est quoi l'âge minimum un peu pour équiper ses enfants, même s'il veut la dernière console. Donc là, on est sur un propos qui est pour les 0-6 ans. Alors, mais bon, des fois à 6 ans, ils ont déjà des demandes pour des consoles. Est-ce que c'est bien adapté à leur âge? Est-ce qu'effectivement, c'est pour faire peut-être comme les copains? Pour les enfants d'ailleurs plus grands, il y a toute cette question-là d'être potentiellement en marge, mais pour les plus petits, on va vraiment rester centré sur leurs besoins compte tenu de leur développement en fait, et de ce qu'ils peuvent aussi en comprendre et en retenir de ces écrans-là. Merci Camille. Donc vous avez peut-être entendu parler ou vu des affiches comme ça là, donc de Serge Tisseron qui est psychiatre, docteur en psychologie, qui, avec son équipe, a élaboré cette règle du 3-6-9-12, donc qui est une règle qui est censée, qui vient en fait répondre aux questionnements des parents, mais aussi aux questionnements des professionnels sur l'utilisation de l'écran. Il y a des grands messages qui ont été véhiculés par cette campagne de prévention, notamment pas de télé avant 3 ans, je vous en ai dit quelques mots juste avant, pas de console de jeu personnelle avant l'âge de 6 ans, Internet, alors qui est moins le propos pour nous, mais parce que généralement, il y a quand même très peu d'enfants qui sont allés sur Internet avant l'âge de 6 ans. Enfin, je l'espère. Internet, pas après, après en tout cas 9 ans, déjà, quand l'enfant est un peu plus équipé pour comprendre comment ça se passe et puis aussi l'accompagner. Et les réseaux sociaux, pareil, on attend. Après, en tout cas, 12 ans, c'est ce que cette campagne prône. Donc, c'est une campagne qui a développé de l'information. Et en fait, c'est calqué sur les besoins de développement de l'enfant. Donc, le fameux avant 3 ans où ils ont des besoins de plus d'interaction. Et puis, dans le grandissement où ils ont d'autres besoins. Et donc, il faut adapter et réguler, la consommation d'écran en fonction de l'âge de l'enfant. Merci. L'assurance maladie aussi, il y a le CSA aussi, l'audiovisuel, qui ont des campagnes de prévention. Donc ça, c'est pour limiter finalement l'usage, effectivement, encore une fois, des écrans chez son enfant. On retrouve le pas d'écran avant 3 ans, on retrouve la limite, notamment dans l'accès aux écrans. Et donc, pour vous donner un exemple, dans un enfant de 3-4 ans, on se doit de limiter finalement l'utilisation des écrans à 1 heure par jour. Et en deçà, pas du tout dans la mesure du possible. Alors, ce qui est complexe parfois, parce que quand vous avez un plus petit et un plus grand qui pourrait, lui, avoir des temps d'écran raisonnés et raisonnables, il faut faire en sorte, alors c'est parfois pas simple, mais il faut faire en sorte que le plus petit soit le moins exposé possible. Donc, limiter l'accès, pas d'écran avant 3 ans, et puis privilégier des programmes adaptés, encore une fois, sur un temps limité. Ça reprend les grands principes que je vous ai énoncés juste avant, et sachant que aussi un des principes que je soutiens, c'est aussi de privilégier une activité qui est plutôt ludique aussi à faire avec l'enfant, à partager en fait, plutôt ça, l'idée du partage. On peut passer. Est-ce qu'il y a une question? Je vais rebondir. Alors c'est une question qui est plutôt dans le chat. Ouais. Donc ça va aller avec les suivantes, les diapos suivantes que tu vas en parler, mais on en parlait aussi tout à l'heure quand on débriefait. Mais alors Elodie nous dit, mais en refusant à nos enfants des écrans, on ne les met pas en décalage avec leur entourage, copains, copines. Donc ça c'est la question. Il faut aussi savoir vivre avec son temps, mais comment dire non? Il y a deux questions et on parlait de ce décalage-là tout à l'heure ensemble. Donc alors, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est comme je vous disais, c'est que les écrans, ils sont omniprésents, il y en a partout, et nous, les adultes, on baigne dedans et on est parfois même addicts à nos téléphones et à leur utilisation. Donc, on donne effectivement ce modèle-là.
certains font le choix de ne pas avoir de télévision à la maison. La plupart des gens qui ont d'ailleurs pas la télévision peuvent dire que dans le vécu de leur enfant, il y a ce fameux décalage d'un enfant qui n'a pas forcément accès au même contenu. Alors soit c'est effectivement une règle éducative et on le maintient et parce que voilà, c'est une valeur qu'on veut faire vivre à l'enfant. Parfois, mais même aussi chez l'enfant plus grand, le fait de ne pas avoir accès du coup à des écrans, ça peut être complexe, notamment dans le groupe social en fait, où l'identification est de mise et les copains font ça et le copain a la dernière console et effectivement, ça peut même parfois générer de la souffrance chez l'enfant. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il faut de suite lui acheter cet écran-là. Ça peut être accompagné et on peut aussi parfois assouplir peut-être cette valeur du non-écran ou du zéro écran. C'est-à-dire que les deux extrêmes, en fait, sont complexes. C'est-à-dire le zéro écran, aucun accès à aucun contenu, sachant qu'on a de nos jours quand même la capacité d'accompagner l'enfant à l'utilisation de ces écrans. Donc, les diaboliser, c'est pas non plus simple. Et le tout écran, on voit qu'il y a des conséquences à la surexposition prolongée. Donc, encore une fois, l'idée finalement de l'utilisation raisonnée et raisonnable, c'est aussi dire ça, c'est qu'on fait partie d'une ère, dans notre société où il y a des écrans partout. Hein, je sais pas, on met de l'essence, il y a quand même, il y a des trucs de pub qu'on visionne en fait, même parfois malgré nous, parfois l'enfant peut-être de la voiture aussi le voit, on est baigné là-dedans. Du coup, c'est comment on se pose cette question-là aussi au sein du couple parental, aussi pour les grands-parents. Hein, parfois, les règles ne sont pas les mêmes chez papy et mamie, parfois peut-être l'écran a une place qui n'est pas la même que pour en avoir discuté notamment aussi avec d'autres personnes. On parlait de ça aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que en fonction des environnements, l'accès aux écrans ne sera pas forcément le même. Parfois, il y a des garderies, il y a des endroits où les enfants sont gardés ou même à l'école, où il y a un visionnage d'un dessin animé avant Noël. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On interdit son enfant de le visionner ou on lui permet de le visionner dans un contexte où les autres enfants le visionnent aussi. Tout ça, c'est comment on accompagne l'enfant, comment on accompagne ses questionnements, comment on peut lui dire, écoute, effectivement, on n'a pas la télé à la maison, mais on peut avoir accès quand même via une tablette ou avec un accompagnement et quelque chose d'assez contrôlé à des contenus qui sont pourtant numériques, quoi. Oui, et puis qui sont adaptés à l'âge, et puis aussi d'être, Kitri nous le dit parce qu'elle est là, elle est là avec nous dans le chat, le fait d'en discuter avec l'enfant et de pouvoir aussi dire quels sont tes centres, quel est le dessin animé que tu as envie de voir, pour justement pas ouvrir à tout et n'importe quoi et faire en sorte d'aller sur les choses à la mode, les choses qui peuvent lui parler, donc d'un moment contrôlé. Donc savoir un petit peu ce qu'il en est de son côté. Voilà, l'échange. Mais finalement, c'est ça, c'est l'écran contrôlé. L'écran contrôlé, l'utilisation, contrôlée, raisonnable et raisonnée, quoi. Sachant que l'enfant peut avoir le désir de voir un dessin animé qui pourtant nous semble bête, ou parfois il y a aussi des contenus ou des dessins animés où on peut se poser la question du langage qui est utilisé par les personnages aussi. Hein, donc ça aussi, on peut faire une sélection, respecter l'envie ou le désir de l'enfant, l'accompagner là-dedans, et en plus le sensibiliser peut-être à des contenus qui sont vraiment adaptés à son âge en fait. Ça parle pas mal dans le chat, donc on va avancer. Juste pour finir sur la question, c'est que la question effectivement alors il y avait une deuxième partie sur l'opposition du coup, sur potentiellement l'opposition ou les crises que ça peut effectivement engendrer. Et là aussi, je crois qu'il faut, je vais le dire un peu plus loin, quand il y a ce désir-là de réduire notamment le temps d'écran pour qu'il soit d'autant plus adapté à l'âge de l'enfant, je crois que ce qui est important, c'est de fixer des règles assez claires et des règles qui seront partagées par tous et des règles auxquelles on pourra se référer et auxquelles on pourra dire à l'enfant, on a décidé que... et dans une fermeté, mais qui est aussi bienveillante, c'est-à-dire que c'est aussi pour lui qu'on fait ça. Ouais, ça rebondit sur... je vais mettre ta diapo. Ouais, merci. Donc effectivement, ça fait la transition avec cette question, cette deuxième dimension. D'abord, nous, de regarder nos habitudes, et la deuxième dimension, plutôt de réduire effectivement le temps devant les écrans, en fixant vraiment à l'avance, en fait, en pouvant annoncer finalement à l'enfant le temps qui est autorisé, le temps d'écran autorisé compte tenu de son âge. 2 épisodes, par exemple, de dessin animé, mais pas plus. Et on se tient à ça.
c'est ça qui est important aussi pour l'enfant, c'est qu'il voit qu'il y a des règles qui sont claires, qui sont fixées, et surtout qu'on s'y tient. Et en plus, parfois, on peut faire un suivi de ces règles. Et là, les outils de la discipline positive peuvent aussi nous aider. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 2 dessins animés. Donc, on se tient à ça. Et parfois, l'enfant va user de subterfuges divers et variés pour vous attendrir, effectivement, et avoir ce 3e, 4e. Et je crois que ce qui est bien, c'est de pouvoir dire, voilà, cette règle, elle est fixée et on s'y tient. Je crois que c'est important. Après, au-delà de la réduction du temps devant les écrans, il y a une dimension qui est importante aussi, c'est de ne pas forcément utiliser les écrans comme une récompense. Voilà, si tu n'as pas été sage, tu ne regarderas pas ton dessin animé, typiquement, ou tu as eu un bon comportement, tu as le droit de regarder peut-être 3 épisodes ce soir. C'est le principe des bonbons. Exactement, merci Camille, ça marche pareil, c'est que du coup, en fait, et alors ce qui est pire, c'est qu'en fait, ça augmente plutôt. Enfin, dans les études, en fait, ce qui est montré, c'est que ça augmente le temps passé devant les écrans pour ces enfants-là, pour lesquels, à la maison, on utilise les écrans comme un système de récompense. Et en fait, ça devient même plus attractif pour eux, comme une espèce de challenge, quoi. Donc, voilà, évitons d'utiliser les écrans comme une punition, sachant qu'en plus, la question de la punition, on peut aussi revenir là-dessus, mais ce n'est pas le propos ce soir. En tout cas, voilà, ça ne fonctionne pas sur une diminution des écrans et ça a même plutôt l'effet inverse. Là, toujours dans la question de la réduction du temps d'écran, l'idée, que vous l'avez compris, c'est de se rendre disponible le plus possible, de proposer d'autres activités aux enfants. Alors, surtout sur de l'enfant plus petit, je crois qu'ils attendent beaucoup de nous de la disponibilité, justement. Et parfois, il suffit d'un petit temps de qualité. On a des vies tous très chargées. Et c'est parfois de pouvoir dire à l'enfant, écoute, je suis en train de finir ça, mais dans 5 minutes, ou en tout cas, on lui montre un repère, je prends un temps avec toi et on joue au jeu de société que tu aimes. Et c'est important aussi de ça. On ne va pas forcément, certains parents se mettent la pression aussi de dire, voilà, il faut absolument que je passe du temps avec mes enfants. Oui, ok, mais du temps, comme pour les écrans, en fait, c'est du temps de qualité. Et parfois, c'est un petit temps et c'est déjà chouette, en fait, pour l'enfant. Donc, se rendre disponible, c'est important. Et du coup, mettre aussi en place des temps sans écran et surtout en famille, ça va de pair. Je crois que voilà, c'est de la même lignée, c'est favoriser les repas tous ensemble, on en a parlé, le matin, le soir, les rituels, où on partage des choses et où il y a vraiment la relation qui compte. Repousser dans la mesure du possible, le plus possible, l'âge d'équipement des enfants, en tenant compte justement des campagnes de prévention. Alors, si je peux rebondir, du coup, ouais. C'est parce depuis le début, on a une question de... Alors là, je ne sais pas si je vais réussir à dire le prénom. Désolée. Anaïg, qui nous dit comment considérer l'écran, exemple la télé, regardé par un aîné, alors qu'un enfant plus petit, 2 ans, est dans la même pièce, mais avec ses propres occupations. Et Mélanie, je peux dire qu'on est toutes les deux concernées, même avec Alexandre qui est avec nous aussi. On a des aînés et des plus petits. Alors, c'est pas tout le temps simple, je vous dis, il y a un idéal et après il y a le terrain, il y a le concret. Alors, dans l'idéal, ça peut être, si l'enfant est plus petit, par exemple de 2 ans, l'aîné, il peut regarder pendant la sieste. Par exemple, si c'est sur un mercredi, si c'est sur un week-end. En tout cas, c'est trouver des moments où le plus petit sera pas forcément, sera pas exposé dans l'idéal et où l'aîné pourra quand même avoir un temps d'écran qui, lui, compte tenu de son âge, peut être OK et adapté en fait à son âge et à son développement. Donc ça nécessite quand même des stratégies déjà en tant que parent pour que finalement il y ait quand même une différenciation entre un plus grand et un plus petit et on regarde pas les mêmes contenus aussi quand on a 6 ans et quand on en a 3 ou 4. Et donc ça pareil aussi, c'est comment on ajuste ces temps-là en trouvant des solutions concrètes, peut-être faire une occupation avec le plus petit, le plus grand regarde avec l'un des parents. Tout ça demande, bien sûr, dans l'idéal, une disponibilité. On fait au mieux aussi, je crois, avec tout ça. On peut reprendre la diapo, parce que ce qui me semblait important aussi, et on en avait discuté Camille ensemble notamment, c'est que, dans l'idée, c'est aussi de laisser l'enfant jouer librement, pour développer aussi tout son imaginaire, effectivement, et là, il n'a pas besoin des écrans pour ça. Et même si parfois ça amène quand même plus de bruit, plus de désordre, que effectivement
la maison, ça va être un chantier à la fin de la journée. Moi, ça m'arrive notamment les mercredis. J'attends que la fin de la journée pour ranger, sinon je ferai que ça. En tout cas, c'est important parce que aussi, ça lui permet de continuer à explorer. Et on parlait d'attachement tout à l'heure, c'est une dimension très importante dans le développement de l'enfant. C'est effectivement un enfant qui est en sécurité, ça lui laisse plus de capacité à explorer son environnement et il a besoin de ça pour grandir en fait. Ouais, pour favoriser son autonomie. On revient sur les sujets d'avant et puis du coup Kitri nous en a parlé sur le désordre. Donc voilà, c'est du désordre, mais pour lui c'est jouer et après il faut juste essayer de l'accompagner pour ranger ensemble. Et typiquement on peut faire avec des tout petits qui sont exposés par exemple aux écrans de manière prolongée, encore une fois et précoce, vont avoir une capacité d'exploration qui va être réduite en fait. Alors qu'un tout petit, alors je vois avec mon petit dernier qui a 14 mois, il se balade de pièce en pièce, il prend des trucs, il les tape ensemble, il fait sa vie quoi, il explore l'environnement, il prend des trucs, il les regarde et ça fait partie de son grandissement, plus les échanges, mais la base c'est aussi qu'il va lui explorer les choses et comment ça marche quoi. Je crois qu'il faut vraiment favoriser ça pour nos enfants. Ça bouge dans le chat, c'est bien. Ouais. On enchaîne ? Oui, on peut passer à celle d'après. Voilà, c'est quelques illustrations d'un outil qui peut être utilisé au domicile, qu'on appelle le timer. Alors là, vous avez un chronomètre au milieu, la petite cocotte qu'on utilise aussi pour les œufs, mais du coup, on peut la recycler en timer. L'idée, c'est encore une fois dans cette utilisation raisonnable, raisonnée et contrôlée, de donner un temps d'écran. Ça peut être aussi dire à l'enfant, écoute, quand le timer sonne, quand la petite cocotte là, elle se met à vibrer, c'est fini. Le temps d'écran est fini pour aujourd'hui. Ça peut être d'autant plus. En plus, ça peut être utilisé sur un mode ludique aussi pour l'enfant. Donc, ça peut être un outil, en tout cas, dans le quotidien pour gérer de manière la plus apaisée possible le temps d'écran. Et encore une fois, l'enfant sait à l'avance qu'à la fin du timer, des minutes qu'on a programmées, ça s'arrête. Et tenir bon surtout. Et tenir bon. Je crois que là, c'est un des messages assez clés. Et l'enfant, il a besoin effectivement de plein de bienveillance, mais il a aussi besoin de cette fermeté qui structure aussi, qui l'aide à grandir. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, on le fait, quoi. Et je crois que nos enfants, ils ont aussi besoin de ça, qu'on se tienne à ces règles-là et qu'on leur dise, oui, on avait convenu ça et donc ça s'arrête. Alors, on s'expose potentiellement à une crise et à la fois, on va accompagner ça, on va accueillir ça, ce que va présenter l'enfant. Par contre, on va le ramener à cette règle qu'on a fixée et qu'on avait fixée à l'avance surtout. Laetitia nous dit qu'elle préfère l'idée du sablier. C'est vrai que le sablier est pas mal aussi. Ouais. Et en plus, il y a plein de sabliers de plein de couleurs. Enfin, je veux dire, on peut aussi jouer sur l'aspect visuel, ludique, que l'enfant lui-même tourne le sablier. Enfin, il y a des possibilités. Encore une fois, on peut établir des règles strictes et on peut les établir de manière plus ou moins autoritaire. On peut aussi engager l'enfant, en fait, en lui-même, qu'il puisse aider finalement à tenir cette règle-là. Je crois que c'est d'autant plus aidant parfois pour certains enfants qui auront du mal à contrôler la montée émotionnelle qu'amène l'arrêt de l'écran, en fait. On passe à celle d'après. Merci. Donc, la troisième dimension que je voulais aborder avec vous, elle est essentielle aussi, c'est comment protéger finalement des contenus inadaptés, surtout des contenus pour lesquels finalement l'équipement cognitif de l'enfant n'est pas adapté. Donc, plusieurs façons de respecter ça, en fait, de protéger les enfants face à des contenus inadaptés. C'est déjà de respecter la signalétique quand elle est là, la signalétique d'âge. Il y a des campagnes du CSA notamment autour de ça. Alors, si vous visionnez un film et que votre enfant est dans les parages et qu'il y a un interdit, une interdiction, effectivement, là, l'idée, c'est de s'y tenir. En tout cas, l'idée, c'est que ce qui fait voix entendre sur les écrans, ça nécessite une vigilance de votre part pour que l'enfant ne soit pas exposé à des contenus qui seraient inadaptés compte tenu de son âge. Dans la mesure du possible, réduire l'exposition à certaines publicités. Alors après, ça, on en a partout. Je crois que ça, c'est pas simple. On peut regarder du replay, on peut... pour les plus autonomes au niveau de tout ce qui est numérique, on peut aussi peut-être avoir des logiciels qui bloquent les pubs, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est de réduire l'exposition. De ne pas installer de télé dans les chambres, en fait, de l'enfant, même si certains, effectivement, enfants sont demandeurs, même si on se dit, OK, ça lui fera son petit coin tranquille. Non, dans l'idée
justement accompagner, et encore plus dans le 0-6 ans, d'accompagner les contenus qui pourraient être inadaptés. L'enfant seul dans sa chambre avec son écran, voilà, ça laisse libre cours potentiellement à des contenus inadaptés qu'il pourrait voir, vivre en dehors de notre présence en fait. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est d'accompagner vraiment les enfants, de s'intéresser aussi à ce qu'ils font, à ce qu'ils veulent faire sur les écrans, de privilégier des choses qu'on peut faire ensemble. Voilà, et d'être attentif aussi moi je trouve en tout cas aux réactions que ça génère en fait le visionnage, parce que parfois on se dit mais ce dessin animé il est super, on va le visionner ensemble, ça va être génial. En fait le tout petit ou le petit ou l'enfant en tout cas se met à avoir peur de quelque chose, et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant à ce moment-là, de dire mais qu'est-ce qui te fait peur en fait, qu'est-ce qui se passe, et d'accompagner ça et de répondre aussi à ces questions. Il faut être en tout cas attentif à ça. Et là, on se l'est dit aussi tout à l'heure, de pouvoir fixer des règles fermes face aux écrans. Ferme avec un S, c'est quand même mieux, parce qu'il y a plusieurs règles et qu'elles sont fermes, toutes les règles. En tout cas, les enfants, ils ont besoin d'être protégés surtout, et parfois rassurés, accompagnés, parce que parfois, il n'y a pas que les parents qui pleurent devant des contenus de télé, il y a aussi effectivement les enfants qui vivent des émotions. Et parfois des émotions pas simples. Et alors quand on regarde un peu certains dessins animés, pour certains comme moi, qui n'a pas pleuré devant le Roi Lion. Exactement, c'est-à-dire comme certains comme moi qui ont quand même été entre guillemets élevés à la télé. Je dis entre guillemets, heureusement ma mère n'écoute pas ce soir, mais peut-être qu'elle aura accès à ce replay. L'idée, c'est qu'effectivement, alors déjà, les Walt Disney en soi, c'est quand même souvent des histoires assez dramatiques où il y a toujours un parent mort ou voire deux. Même encore les récents, La Reine des Neiges, les deux parents meurent d'entrée de jeu. Donc, c'est comment aussi on accompagne ça. Effectivement, on peut avoir envie de partager ça avec l'enfant, mais à ce moment-là, il faut être prêt aussi à accueillir leurs questions, voir leurs angoisses par rapport à ça. Ouais, toujours en discuter avec eux et être dans l'échange. Être attentif et accueillir. Parce que des fois, ils ne le disent pas, donc c'est nous qui connaissons notre enfant, qui allons repérer. Pour le coup, ce qui va nous aider là, c'est le non-verbal. Parce que l'enfant, pour le coup, peut, avec une certaine expressivité finalement du regard ou une attitude finalement de recul, quelque chose qui fait peur, ça se voit aussi avec le corps. Ouais. Donc quelque chose qui rend triste aussi. Être à l'écoute. Ouais, être à l'écoute, accompagner le corps. On va passer à la slide d'après. Donc ça, c'est juste, c'est la campagne du CSA avec la signalétique qui est utilisée en fait pour répondre, pareil, encore une fois, aux besoins et puis aux capacités de compréhension de l'enfant. Après, quelques conseils finalement, ce sur quoi aussi on peut s'attarder ensemble ce soir, c'est, on l'a dit juste avant, ne pas hésiter à parler justement avec votre enfant de la place et du rôle qu'occupent les écrans dans sa vie, dans votre vie, dans la vie de tous là. Et de répondre aussi à ces questions, aux questions en tout cas qu'ils se posent. Encore une fois, l'échange est primordial, le dialogue est primordial en fait. Et expliquer aussi parfois pourquoi il y a de la restriction et pourquoi il n'y a pas la télé à la maison. Et pourquoi. Je crois que les enfants, ils ont besoin aussi qu'on les accompagne sur les questions qu'ils se posent. On a tous besoin de communiquer. Donc là, je rebondis du coup parce que c'est une campagne, c'est vrai que l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales, c'est l'Union nationale, nous on est l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Donc l'UNAF a beaucoup travaillé sur la question des écrans et du coup, Mélanie, tu nous en parleras après sur les documents qui sont disponibles. Voilà. Ouais, il y a un autre conseil qui suit le premier. Encore une fois, l'idée, c'est de privilégier la qualité du contenu, comme la qualité du moment passé avec votre enfant, plutôt que parfois même la quantité de temps passé. L'idée, c'est de partager un contenu, partager un moment de plaisir, un moment sympa, à visionner un petit dessin animé. Il y a des petits courts-métrages aussi qui sont très chouettes pour des enfants petits. Et alors oui, il y a quand même beaucoup de personnes ont Netflix, beaucoup de personnes ont des plateformes comme celle-là où il y a des contenus qui sont plutôt bien faits, qui durent quelques minutes, parce que pareil, les capacités d'attention de l'enfant en fonction de son âge ne sont pas les mêmes. Donc regarder un Walt Disney en entier pour un enfant de 4 ans ou de 3 ans, c'est pas l'amener au cinéma, c'est pas forcément aussi possible. En tout cas sur du court-métrage, le sensibiliser à ça. Lui faire découvrir, ça peut être possible ensemble en fait, et sur des choses adaptées encore une fois à son âge. Camille, tu veux bien Super. Voilà justement les plaquettes dont tu parlais du coup Camille, je les ai là aussi du coup.
Voilà, des plaquettes qui sont bien faites, vraiment bien faites par l'UNAF, qui reprennent effectivement les dimensions, hein, c'est-à-dire à la fois prendre conscience de nos habitudes, réduire le temps passé devant les écrans et protéger aussi l'enfant des contenus inadaptés. Il y a quelques chiffres aussi sur le temps moyen passé par semaine, notamment voilà, sur Internet. Alors là, le propos est moins sur Internet, c'est pour ça que je n'en ai pas vraiment parlé. Hein, généralement, des enfants de 0-6 ans sont moins exposés. Il y a voilà, d'autres fascicules comme celui-là, votre enfant navigue sur Internet, donc peut-être pour du plus grand, la vie numérique de vos enfants aussi. Hein, je crois que voilà, n'hésitez pas. Alors, donc ça, c'est le derrière du premier. Et là, votre enfant navigue voilà, sur Internet. c'est ça. Qui sont facilement, on peut les trouver sur Internet en PDF du coup, oui, sur l'UNAF. On les mettra à disposition, je pense, on va faire une bibliothèque. Ok, super, parce que là c'est des PDF, effectivement les personnes peuvent avoir accès à ces plaquettes-là qui sont vraiment très bien faites. Sinon qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous à l'UDAF et du coup on leur dira où les trouver ou on leur enverra. Ouais, on peut passer à celle d'après. Là aussi, quelques ressources, en fait. C'est passé effectivement très vite, quelques ressources, notamment des sites Internet qui sont plutôt bien faits, enfin même très bien faits. Agnès a mis la source du coup, sur le chat. Mon enfant et les écrans, alors c'est une mine d'or d'informations, en fait, ces ressources-là. Il y a aussi le Facebook, hein, sur mon enfant et les écrans, pareil. Il y a de l'information, il y a des messages aussi clés, il y a des conseils aussi sur l'accompagnement. Le Facebook, ce qui est bien, c'est que c'est d'actualité. Enfin, on a des liens qui sont mis au fur et à mesure. Voilà, par exemple, le webinaire de ce soir, il était affiché. Voilà. Je ne suis pas allée vérifier, hein, je suis tombée dessus. Oui. donc ça, c'est des ressources qui a bien partagé. Ouais, parmi d'autres, hein, je veux dire, c'est pas exhaustif du tout. Et puis juste après, si tu peux montrer peut-être la slide d'après, comme ça, ça fait partie des ressources, hein, des lectures utiles sur le sujet. Alors les écrans, notamment les 10 clés qui sont reprises et surtout beaucoup plus détaillées, avec voilà, aussi comment finalement on les applique. Hein. Là, je n'ai pas pu vous détailler l'ensemble, en tout cas, vous pouvez faire référence à ces ouvrages. Mon petit cahier écran aussi, qui reprend voilà, comment on prend conscience de nos habitudes, comment on change progressivement nos habitudes et comment on accompagne l'enfant de mieux en mieux et de plus en plus à une utilisation raisonnée et raisonnable des écrans, et comment on lui propose aussi des outils pour pouvoir se réguler. Alors moi, j'en ai fini du coup avec mon propos de ce soir. L'idée, c'est aussi peut-être maintenant de pouvoir répondre à vos questions, que Camille fasse peut-être aussi une sélection des questions, peut-être. On l'a fait pas mal au fur et à mesure, donc je pense que les questions, c'est bien. Des commentaires peut-être ou des clarifications, des choses qui… Eh bien, on avait la chance d'avoir quand même Kitri Levadou et Corinne Mascaro qui étaient en direct sur le chat et qui répondaient à pas mal de choses. Donc, c'est vrai que du coup, Kitri nous a aussi parlé de la famille tout écran. De la CAF, du coup, qui nous a… C'est le CLINI qui propose ça. Et voilà. Ça, c'est des petits pareil, courts-métrages à visionner. Voilà, c'est des petits courts-métrages à visionner. Donc, non, c'est vrai que les gens ont eu des réponses au fur et à mesure. C'est super chouette ce qui s'est passé aussi dans le chat. Ça a été très vite et il y a eu beaucoup d'interactions. Voilà, alors la question aussi, Charles disait que c'est frustrant. Charles, merci. Voilà, c'est frustrant quand on n'a pas fini sa partie avec le chronomètre en fait. Peut-être rassurer Charles en disant que l'idée serait de couper, hein, mais de dire bah, ça y est, le timer est fini et tu vas jusqu'au bout de cette partie et après ça s'arrête. Alors ça dépend de la durée de la partie aussi, hein, donc il faut être vigilant, mais effectivement le timer c'est un outil parmi d'autres, hein, parmi les outils notamment c'est un épisode, 2 épisodes, un jeu, une partie et on s'arrête à la fin de cette partie et justement on s'y tient en fait encore une fois. Voilà, les messages quand même assez forts, c'est de tenir effectivement ces règles-là et les engagements, mais aussi voilà, surtout de participer, de faire des échanges vraiment constructifs autour des écrans, d'accompagner et puis d'aider l'enfant, encore une fois, à prendre un peu conscience aussi de tout ça
et puis être disponible pour répondre à toutes ces questions-là qu'on peut se poser autour des écrans. Voilà, merci beaucoup du coup des échanges nombreux. Alors moi je ne les ai pas vus défiler, mais Camille disait que voilà, c'était quand même chouette de voir l'ensemble des interactions et de ce qui s'est passé sur le chat. Je pense que tu as été très claire et du coup les gens... Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas eu de questions, voilà. Donc voilà, ça viendra peut-être plus tard. Du coup, on va pouvoir conclure.